Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement députée La République En Marche de la 2e circonscription du Tarn et vous siégez au Palais Bourbon depuis 2017 et vous êtes candidate ensemble à votre propre succession. Je vous laisse pour cette première partie de Face à la bande entre les mains d'Axel Reybaud. Marie-Christine Verdier-Jouclas, au sein de Ensemble, on a donc Renaissance, on a le Modem, on a Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Selon vos propres mots d'ailleurs, un parti ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Finalement, en fait, on a beaucoup de mots, on a beaucoup de monde, mais pour pas dire grand-chose. Alors, je suis désolée, mais j'ai un très mauvais son. Je ne vous entends pas très bien. Eh bien, Axel va vous répéter la question en parlant évidemment un petit peu plus fort. On va parler plus fort, il n'y a pas de problème, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je vous expliquais au sein de la nouvelle fédération Ensemble, Renaissance, Modem, Horizon, selon vos propres mots, un parti ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Finalement, est-ce qu'on n'est pas beaucoup ensemble pour dire pas grand-chose? Ben ça, c'est votre interprétation. L'idée, quand je dis ça, c'est d'expliquer que, au-delà des clivages politiques, au-delà des partis traditionnels qu'on a depuis des décennies en France, de gauche et de droite, nous, on est dans l'ouverture et dans l'union et on accueille toutes celles et ceux, en dehors des extrêmes, qui acceptent de travailler avec nous pour poursuivre un objectif commun. L'objectif étant de faire en sorte que le quotidien des Françaises et des Français change, de faire en sorte de ne pas avoir peur de faire des réformes profondes, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses encore à changer et que plus on est nombreux et mieux c'est. Et vous savez, on a l'habitude de... Marie-Christine Verdier-Jouclas, encore une fois, lorsque vous dites il faut des changements, il faut le courage de faire des grandes réformes pour changer la vie des Français, c'est des mots, mais en vérité, vous ne donnez aucune direction en vérité. On donne la direction d'un projet cohérent et solide qu'on a présenté maintenant pour les 5 années à venir. Mais par contre, je suis désolée, quand je reprends le programme de 2017 avec lequel j'ai fait campagne pour mon élection à l'époque et bien sûr pour celle d'Emmanuel Macron, et que je regarde aujourd'hui avec le bilan législatif que j'ai sous les yeux, on a fait ce qu'on a dit qu'on ferait. Et on a modifié et on a changé des choses. Après, il ne vous aura pas échappé que nous avons eu quand même une pandémie qui nous a obligés pendant pratiquement 2 ans de faire essentiellement des projets de loi de finances rectificatifs et qu'on n'a pas pu par contre faire certaines réformes que nous comptons bien faire si nous sommes élus, à savoir la réforme des retraites et la réforme pour le grand âge et l'autonomie, c'est-à-dire pour nos aînés. Mais aujourd'hui, je suis désolée, mais les actes, ils sont là. Et si vous voulez que je vous fasse une liste à l'après-vert, je suis tout à fait en capacité de vous faire une liste à l'après-vert. Et sur notre jambe gauche et sur notre jambe droite. Mais alors, Marie-Christine Verdier-Jouclas, aujourd'hui, on a donc Emmanuel Macron qui nous dit que les 5 ans à venir ne seront pas une réédition du précédent quinquennat. On le voit, il veut changer de nom de parti, ça montre une volonté de changement. Pourtant, lorsque votre argument principal pour votre réélection, ça a l'air de dire, regardez, j'ai fait ça pendant 5 ans, on va faire la même chose, on va continuer exactement la même chose. Non, absolument pas. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai jamais dit ça. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur le bilan. Je sais bien qu'on dit qu'on ne gagne pas une élection avec un bilan, mais quand on a un bilan, on est quand même fier de l'avoir, il faut le démontrer, il faut le montrer. Moi, aujourd'hui, quand je suis candidate à ma réélection, j'ai envoyé un journal de campagne à tous les électeurs où je fais un bilan à la fois de ce qu'on a fait au niveau législatif, au niveau national, mais aussi de toutes les actions concrètes que j'ai pu mener sur le terrain dans ma circonscription, dans le Tarn. Quand on dit qu'on veut un mandat nouveau, c'est quoi? C'est surtout par le changement de méthode. Continuer les réformes sur lesquelles on a été interrompu, je vous en ai cité 2, c'est les retraites et le grand âge et l'autonomie, mais ensuite continuer à réformer là où encore on n'est pas allé assez loin, assez vite, mais surtout avec un changement de méthode, c'est-à-dire en partant de la base, essentiellement de la base, avec des chantiers que nous voulons mener, chantier école, chantier santé, mais pas que. Ça veut dire quoi, partir de la base, Marie-Christine Verdier-Jouclas ?
Ça veut dire organiser en circonscription des tables rondes où, par exemple, si je parle du chantier école, je vais mettre autour de la table les élus, je vais mettre les parents d'élèves, je vais mettre les enseignants et on va réfléchir ensemble sur ce qu'on veut pour notre école de demain. C'est ça à partir de la base. Alors ça Marie-Christine Verdier-Jouclas, c'est quelque chose que Emmanuel Macron avait beaucoup fait lors de son premier quinquennat, rassembler différentes personnes, notamment de la société civile, pour discuter. Mais ça lui a été beaucoup aussi reproché, notamment avec tout ce qui est Grenelle de la santé, avec aussi la Convention citoyenne pour le climat, d'écouter, mais finalement, en vérité, de ne prendre que très très peu de propositions issues d'en bas. Est-ce que là, vous pouvez assurer que si vous faites intervenir des gens de la société civile pour vos propositions de loi, ils vont vraiment être écoutés ? Mais alors, attendez. Déjà, quand vous parlez des députés issus de la société civile, j'en fais partie. Et chaque fois qu'on a... Je ne parle pas des députés issus de la société civile, je parle des citoyens qui ont participé à l'élaboration de projets de loi, ce genre de choses, et qui n'ont finalement pas été écoutés par la majorité. Je vais quand même me permettre de vous faire un petit historique. Le programme de 2017, il a été fait comment ? Est-ce que vous le savez, comment il a été fait en 2017 ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il a été fait par des citoyens, et je peux en témoigner puisque j'en Marie-Christine Verdier-Jouclas, je me permets de vous interrompre juste. Est-ce que vous pourriez essayer de brancher un tout petit peu mieux votre micro, voilà, parce que voilà, il y a des petits problèmes de son. C'était très bien tout à l'heure. Est-ce qu'on peut retenter ? Allez-y. Hop. Normalement, ça va aller. Alors, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas du tout bougé depuis tout à l'heure. D'accord. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Écoutez, on va continuer comme ça. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous ai interrompu. Reprenez là, vous en étiez. Non, mais c'est pas grave. Je disais qu'en 2017, j'étais une simple citoyenne. Je me suis intéressée donc à la grande marche qu'a fait Emmanuel Macron. Vous ne m'entendez pas, c'est ça ? Si, on vous entend très bien. Ah, bon, comme je vous voyais murmurer, je croyais que vous ne m'entendiez pas. Et du coup, nous avons fait ce qu'on appelle des ateliers dans chaque comité local qui s'était créé dans toute la France, où on a, sur des thèmes bien particuliers, fait ce qu'on appelle des brainstorming ou des réflexions pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer là où, justement, on considérait que ça ne fonctionnait pas. Et c'est comme ça qu'on a fait le programme de 2017. Ensuite, vous me parlez de la Convention citoyenne climat. Mais c'est vous qui dites qu'on n'a rien retenu. C'est les médias qui disent qu'on n'a rien retenu. C'est nos oppositions. Alors, ce n'est pas que les médias et l'opposition, c'est aussi les membres, les citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne qui le disent. Ils ont reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir été écouté parmi les centaines de propositions. Parmi les centaines de propositions, au final, il y en avait très peu qui avaient été retenues. Mais c'est pas vrai, je ne comprends pas comment on peut laisser dire un truc pareil. On a tout retenu sauf 2 propositions sur lesquelles le président de la République a à l'époque assumé pourquoi il ne les retenait pas. Une fois qu'on a retenu les propositions, laissez-moi aller jusqu'au bout. On en a fait un projet de loi et ensuite dans ce projet de loi, nous avons fait notre travail de député en acceptant, en modifiant, en refusant parfois certaines propositions, mais parce que aussi parallèlement, on est allé en dehors de la Convention citoyenne, sur le terrain, pour consulter aussi d'autres gens. Et aujourd'hui, quand on regarde le projet de loi climat et résilience, mais excusez-moi, on a mis 3 semaines pour légiférer sur ce projet de loi rien qu'à l'Assemblée nationale, tellement qu'il était dense et qu'il y avait des articles. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Marie-Christine Verdier-Jouclas, pour revenir sur les législatives qui approchent dans moins de 9 jours, il y a un adversaire qui est en train de se dessiner pour la majorité. C'est la NUPES, c'est l'alliance de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est une idée qui vous effraie ? Non, pour moi, c'est une idée complètement inconcevable. Je vais être plus claire. Et c'est pas une idée qui m'effraie parce que M. Mélenchon, il oublie qu'on est sur la 5e République et que c'est le président qui désigne son Premier ministre. Point à la ligne. Ensuite, pour aller plus loin... Alors, pour vous, c'est inconcevable, pourtant... On dirait que ça vous préoccupe quand même, puisque quand on voit par exemple votre compte Twitter, on voit qu'il y a presque un tweet sur 2 qui lui est dédié, principalement pour dénigrer son programme et l'alliance NUPES, on voit que ça vous préoccupe quand même. Mais pas du tout. Mais par contre, c'est informer de la désinformation qui est en train d'être faite. Quand M. Mélenchon promet une retraite à 60 ans en oubliant de dire qu'il faudra quand même les 43 annuités pour avoir la pension complète, mais vous prenez un jeune qui démarre à 25 ans, à 60 ans, il pourra partir, mais il n'aura certainement pas sa retraite complète. Et ça, il oublie de le dire. Quand il promet un SMIC à 1 500 €, il n'explique pas comment il va le financer, il n'explique pas surtout comment les patrons vont pouvoir gérer l'augmentation du SMIC à 1 500 € et tous les salaires qui s'en suivent.
Parce que qu'est-ce qu'on va faire des salariés qui aujourd'hui sont au-dessus du SMIC et qui vont se retrouver au-dessous du SMIC parce qu'on aura augmenté le SMIC? Et tout ça, il l'édulcore et il n'en parle absolument pas. Donc sur mon Twitter, quand je relais et que je détracte le programme de M. Mélenchon, c'est pour expliquer aux citoyennes et aux citoyens qui sont en train de se faire berner par un programme, qui n'est pas financé, et 2, qui n'est pas du tout cohérent et surtout pas faisable. Mais c'est pas pour ça. Pour vous, Jean-Luc Mélenchon et l'alliance de la NUPES, donc mentent aux Français délibérément? Excusez-moi, j'ai pas entendu, on a vraiment un mauvais Pour vous, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, ils mentent aux Français, c'est de la démagogie? Mais pendant 5 ans, la France Insoumise a fait de la démagogie dans l'hémicycle. Et j'étais là. Et j'étais présente. Pendant 5 ans, ils nous ont expliqué que nous, on comprenait rien. Qu'on savait pas ce que c'était que la vie. Il a pas de peau, hein. Parce que moi, j'ai bossé pendant 30 ans, j'ai élevé 3 enfants et j'ai fait pendant au moins 15 ans d'associatif. Alors, si moi, je sais pas ce que c'est la vie, je sais pas qui c'est qui pourrait savoir ce que c'est la vie. Eux, ils savaient ce que c'était la vie. Eux, chaque fois, ils étaient en démagogie. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher la souffrance des gens. Et ils en faisaient un argument pour leur expliquer que eux, ils allaient pouvoir leur changer le quotidien. On rêve tous de changer le quotidien de tous, et surtout de ceux qui sont en souffrance. Sauf que ça se fait pas en mentant et en expliquant. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Marie-Christine Verdier-Jouclas? Vous dites qu'aujourd'hui, la NUPES, il manipule les Français? Quand on promet la retraite à 60 ans en oubliant de dire qu'on pourra partir à 60 ans sans avoir la pension complète, oui, on manipule. Je suis désolée. On fait une phrase en entier. Je vous promets que vous pourrez partir à la retraite à 60 ans, mais par contre, si vous voulez votre pension complète, il faudra 43 annuités. Vous prenez un jeune, je me répète, de 25 ans, vous rajoutez 43 annuités, pour moi, ça ne fait pas 60 ans. Marie-Christine Verdier-Jouclas, on est à 9 jours du premier tour des législatives. La priorité numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi la République En Marche aujourd'hui ne propose toujours pas de geler les prix, au moins sur les produits de première nécessité? C'est proposé par plusieurs mouvements politiques. La République En Marche, pour elle, c'est non. On a pris un engagement en 2017 comme quoi on ne toucherait pas la TVA parce qu'on considère que c'est une fausse bonne idée. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que la TVA, c'est une des recettes de l'État et que nous préférons agir directement pour ceux qui en ont besoin. Parce que quand vous faites ce genre de choses... Alors, je ne vais pas parler de TVA, on ne parle pas d'annuler la TVA, on parle de gel de prix. Excusez-moi, on parle excusez-moi, je vous entends pas bien. De geler les prix. Geler les prix sur les produits de première nécessité. Est-ce que c'est envisagé, oui ou non, par la République En Marche? Mais ça veut dire quoi, geler les prix sur les premières nécessités? Ça veut dire garantir que, par exemple, il n'y aura pas d'inflation ressentie sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire donc sur les produits alimentaires ou sur les produits d'hygiène, comme les protections hygiéniques ou alors les savons, les gels, etc. Ok, donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qui paye à la fin par rapport à ça? Expliquez-moi. C'est une proposition notamment de la NUPES qui propose un gel des prix. Pour vous aujourd'hui c'est pas faisable, c'est mentir aux Français de proposer un gel des prix. Mais c'est surtout qu'ils n'expliquent pas comment ça va fonctionner, ils n'expliquent pas comment on va le financer, comment on va financer ça, qui va payer, parce qu'il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Est-ce que c'est la grande Marie-Christine Verdier-Jouclas, la question de qui va payer, on aurait pu aussi le dire lors du Covid. Avant le Covid, on disait il n'y avait pas d'argent magique. On a eu 600 milliards de dettes en plus avec la crise du Covid. Ça veut bien dire qu'à circonstances exceptionnelles, on a des mesures exceptionnelles. Oui, sauf que là, si vous voulez, on n'est pas du tout dans le cas de la Covid. Alors, j'aimerais bien que vous me laissiez finir mes phrases avant de m'interrompre. Allez-y, je vous en prie. Je ne peux pas faire un raisonnement en entier. Donc, je vous explique quand je dis qui va payer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on gèle les prix, il faut que quelqu'un s'assoie sur le prix. C'est pas compliqué. Parce que la matière première, si elle augmente, il y a bien quelqu'un qui doit le payer. Donc, c'est qui? C'est l'agriculteur qui va vendre ses produits, qui va être obligé de diminuer ses prix. On a tout fait pendant ces 5 années pour qu'on puisse faire 2 lois EGalim pour que ce soit pas eux qui baissent leurs prix. C'est ensuite qui? Les grands distributeurs qui devront de toute façon effectivement baisser leur marge pour qu'on puisse geler les prix. C'est qui va payer? Parce que vous voyez, ça fait partie des propositions où ça fait rêver, sauf qu'on n'explique pas en fait au final qui c'est qui va payer. Après, vous me dites, ça va être l'État qui paye. C'est ça que vous êtes en train de me dire, puisque pendant la moi, je dis rien du tout. Je ne fais que partager vous partagez les propositions de la NUPES. Oui, mais sauf que vous voyez, elles sont toujours incomplètes. Vous savez, on parlera peut-être de la retraite après, mais quand on fait un programme, quand on propose un programme aux Françaises et aux Français, faut être clair et transparent et tout expliquer. Parce que sinon, si on donne que ce qui fait envie,
et qu'on n'explique pas la suite, c'est une sorte de mensonge. Et puis, on ne peut pas comparer la crise ukrainienne qu'on a aujourd'hui et qui fait qu'on a cette inflation, cette augmentation de matières premières. Moi, ça fait 3 semaines que je fais ma circonscription, que je vais sur les marchés, que je fais du porte-à-porte, que je vais voir les associations, que je vais voir les entreprises. On voit très bien quels sont les problèmes aujourd'hui et c'est des problèmes qui sont conjoncturels et pas du tout structurels. Quand on avait la crise Covid, on savait que la sortie, ça serait le vaccin. S'il vous plaît. Donc on pouvait... Allez-y, rapidement, s'il vous plaît, il nous reste quelques secondes. Bon, ok, on savait que de toute façon, on aurait une sortie à un moment donné, donc on pouvait faire du quoi qu'il en coûte, parce qu'après, si on sauvait l'économie et les emplois, on savait qu'on rebondirait et qu'on pourrait ensuite se permettre de rembourser la dette. Merci beaucoup, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription du Tarn. Face à la bande revient dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Face à la bande continue avec vous, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche et candidate sous la bannière Ensemble du Président de la République. Chers amis de la bande, je vous confie notre invité, Raphaël Bardena. Première question. Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous l'avez dit, il n'y aura pas de blocage sur les prix le prix des produits de première nécessité. Alors comment aider les Français face à cette hausse? Parce qu'on le voit, voilà, aujourd'hui, les produits alimentaires ou, comme a pu le dire Axel Rebaud, les produits hygiéniques continuent d'augmenter. Donc il va quand même à un moment falloir aider les Français. Alors comment aider les Français face à ces hausses et face à l'inflation? D'abord, on a été coupé, je ne vous ai jamais dit qu'on ne le ferait pas. Je vous ai expliqué que c'était pas forcément une bonne idée dans la mesure où aujourd'hui, la question qui se posait, c'est que si on fait ça, comment on le finance? On a sur la table des projets de loi qui sont en train d'être rédigés pour le pouvoir d'achat et si nous sommes élus et que nous avons la majorité, c'est des projets de loi que nous examinerons dès le lendemain de notre élection. Dedans, on connaît déjà certains points, c'est la réindexation des retraites sur l'inflation pour pouvoir permettre aux retraités d'avoir cette augmentation. C'est le dégel de l'indice pour les fonctionnaires, la mise en place du chèque alimentaire sur lequel nous avons travaillé pendant le mandat précédent et qui permettra aux personnes effectivement en situation difficile de pouvoir se nourrir avec des produits de bonne qualité, ce qui permettra aussi de faire vivre les producteurs locaux. C'est le maintien du bouclier tarifaire pour l'électricité et le gaz, parce que je vous rappelle quand même qu'on a mis un bouclier maximum à 4% d'augmentation. Aujourd'hui, si on l'avait pas fait, on aurait eu une augmentation de 100%. Après, ça sera aussi la réduction de charges pour les indépendants, pour en faire en sorte que tout le monde puisse avoir quelque chose. Et ensuite, il y aura forcément d'autres mesures sur lesquelles nous devons réfléchir. Et moi, pendant cette campagne électorale, tous les jours, je me nourris de ce qu'on me dit pour pouvoir faire remonter et pour pouvoir mettre en place des propositions et des mesures qui seront efficaces et qui pourront correspondre à la réalité de ce que vivent les Français aujourd'hui. Et il faudra aussi penser aux salariés, je finis, qui prennent la voiture tous les jours, alors qu'il y a une augmentation à la pompe malgré les 18 centimes qu'on a mis comme réduction et pour lesquels ça devient encore plus compliqué d'aller travailler et il faut qu'on puisse protéger nos travailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Question suivante par Florian Michelin. François Hollande estime qu'Emmanuel Macron devrait se rendre en Ukraine. Selon vous, est-ce que le président doit se rendre à Kiev ? Alors écoutez, moi, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, que je déplore comme tout le monde, j'ai totale confiance en Emmanuel Macron, notre président de la République, pour gérer ce conflit. Donc, c'est pas à moi de dire s'il doit y aller ou pas. C'est lui qui doit estimer s'il doit y aller ou pas. Et c'est à lui de prendre la décision. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que depuis le début du conflit, je suis très contente que ce soit lui qui soit aux manettes, parce que il maintient le dialogue avec Poutine, parce que ça, je suis persuadée qu'il faut continuer à le maintenir. On vient en soutien du pays ukrainien et des Ukrainiens, et ça, on peut être fier de tout ce qu'on fait par rapport à ça. Mais ce genre de décision, je n'ai pas d'avis à donner, c'est à lui à prendre la décision qu'il doit prendre. D'accord. Prochaine question de Raphaël Bardena, toujours sur l'Ukraine. L'Union européenne s'est engagée à baisser de 2/3 ses importations de pétrole russe. Est-ce que c'est vraiment suffisant comme mesure ? Ce qu'il faut de toute façon à un moment donné, c'est sanctionner toujours et encore la Russie pour que ça leur coûte cher cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un des moyens qu'on a de pouvoir arrêter ce conflit. Donc, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre ces mesures, et ça fait partie des mesures. Donc, on la prend. Autre question, cette fois, c'est Axel Rebaud, et ça concerne toujours l'Ukraine.
Non, pas l'Ukraine. Les retraites, Marie-Christine Verdier-Jouclas, vous avez parlé d'indexer les retraites sur l'inflation. C'est proposé par Emmanuel Macron. Le président veut aussi instaurer un minimum de 1100 € pour les retraites. Ça reste tout juste en dessous du seuil de pauvreté. C'est acceptable selon vous d'avoir en France des gens qui ont cotisé toute leur vie et qui finissent juste en dessous du seuil de pauvreté? Non, mais ça, c'est trop rigolo comme question quand même. Parce que quand on a voulu faire la réforme de la retraite, tout le monde a crié, hein, alors que la réforme de la retraite qu'on voulait faire, c'était justement pour qu'il y ait une justice de traitement, une égalité de traitement en conservant notre système de répartition, que ce soit ceux qui travaillent, qui payent la retraite de ceux qui sont retraités. Donc aujourd'hui, on a la volonté de mettre un minimum de retraite pour tous, pour des carrières complètes à 1100 €. Je peux vous dire que quand je dis ça sur le terrain, il n'y a personne qui me dit que c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois certaines personnes, elles ont 600 €, elles ont 700 €, elles ont 800 €. De passer à 1100 €, ben pour elles, c'est quand même vraiment très satisfaisant. Donc, à un moment donné, le minimum vieillesse est à 900 €. Nous, on dit pour quelqu'un qui a retraite complète, on souhaite que ce soit 1100 €. On peut avancer d'autres chiffres, hein, mais faisons ça déjà. Faisons ça. Marie-Christine Verdier-Jouclas, autre question, autre sujet. On a l'impression que la seule surprise, qu'il n'y en ait pas une, avec ce nouveau gouvernement, est d'avoir nommé une femme première ministre. Vous avez réagi comment à l'annonce de ce nouveau gouvernement? Un manque de surprise aussi? Est-ce que c'est finalement une déception, comme beaucoup de Français, face à ce manque de nouveauté pour vous? Ben alors, je sais pas qui c'est que vous interrogez, parce que moi, dans ma circonscription, il n'y a pas une seule personne qui m'a pas dit qu'ils étaient satisfaits de la nomination de la première ministre. Donc, on ne doit pas interroger les mêmes personnes. Je parle pas de la première ministre. Je dis que c'est la seule surprise de ce gouvernement. Je parle des autres ministres. Ah! Et pourquoi on vous dit ça? Parce que moi, on me dit pas ça non plus. D'accord. Pourquoi on vous dit ça? Eh bien, il faut regarder le baromètre, le Figaro Magazine qui a été publié hier et qui donne une cote de confiance de 30% à Elisabeth Borne. C'est le plus faible résultat de l'histoire pour un chef de gouvernement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mais c'est bien de donner un pourcentage de cote de confiance à quelqu'un qui a à peine commencé son mandat et qui a à peine commencé à gouverner. Mais si on compare à la même période... Pendant 5 ans, on a eu multitude de sondages. On a eu multitude de cotes de popularité. On n'a jamais gouverné et on n'a jamais légiféré en tenant compte de cela. Parce que ce qu'il faut écouter, c'est pas forcément les sondages, même si on ne doit pas. D'accord, mais c'est pas la question. La question, c'est le terrain. Marie-Christine Verdier-Jouclas. Marie-Christine Verdier-Jouclas, ma question c'est comment est-ce que vous expliquez ce désamour qu'ont les Français pour cette première ministre? 30% de cote de popularité, c'est la première fois à la même période si on compare par rapport aux autres premiers ministres. Comment est-ce que vous l'expliquez? Mais comment voulez-vous que je vous explique ça? Je sais pas, c'est moi qui vous pose la question, vous avez peut-être une idée quand même. Mais oui. Eh bien, chacun son boulot. Comment vous l'expliquez? Et vous, comment vous l'expliquez? Non, mais attendez, il faut arrêter. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir enfin une femme première ministre. Et pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme qui a su déjà montrer sa capacité à mener un ministère. Moi, j'ai bossé avec elle sur le travail. Parce que c'était mon rapport spécial. J'ai bossé avec elle. Quelqu'un qui a su tenir le cap quand il a fallu faire la réforme de l'assurance chômage. Quelqu'un qui a su tenir le cap quand il a fallu mettre de l'argent supplémentaire pour mettre en place le contrat engagement jeune. Voilà qui est Madame Borne, voilà qui est notre première ministre. Merci. Donc aujourd'hui, laissons-nous bosser, laissons-la bosser, et après on fera les comptes avec les résultats. Question suivante, Axel Rebaud. Marie-Christine Verdier-Jouclas, Jérôme Perra était l'ancien conseiller de l'Élysée. Il a été reconnu coupable de violence conjugale en 2020. Ça n'a pas empêché la majorité LREM de l'investir pour être candidat aux législatives. C'est lui-même qui a finalement retiré sa candidature. L'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat. Est-ce qu'on peut encore dire ça lorsqu'on investit des condamnés ? Mais écoutez, bien sûr qu'on peut toujours dire ça, parce que dans 5 ans, on a fait la grande cause du quinquennat et on a eu des réelles avancées. Il faut de nouveau continuer. Après, cette histoire, je pense qu'il y a... Il y a eu des incidents. Il a été condamné. Je crois savoir que c'est pas le seul qui a été condamné. Aujourd'hui, il n'est plus candidat. Moi, je me réjouis du fait qu'il n'est plus candidat. Oui. Alors, il n'est plus candidat, mais c'était de sa volonté. La majorité ne l'a pas écarté. Ils ont maintenu son investiture. C'est lui-même qui a décidé de se retirer. Est-ce que vous trouvez ça pas normal de la part de votre groupe politique de continuer à investir des personnes condamnées pour violence conjugale ? Moi, je trouve que c'est très bien qu'il soit parti.
Après, est-ce qu'on aurait dû effectivement ne pas l'investir ou pas? Écoutez, c'est pas moi qui fais les investitures. Mais ça vous déçoit, vous, personnellement? C'est très bien qu'il soit parti. Mais non, mais on n'en est pas, ça me déçoit ou ça me déçoit pas. Aujourd'hui, il n'est plus là et c'est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autre question sur à peu près le même sujet, c'est le cas Damien Abad. Damien Abad fait face à de nombreuses accusations de violences sexuelles. Vous l'avez dit, la parole des femmes était un sujet qui était important pour Emmanuel Macron. Est-ce que le laisser au gouvernement, ce n'est pas se dédire? Est-ce que la justice doit se faire dans les médias ou dans la rue? Mais ça, nous sommes bien d'accord. Mais le fait de laisser Damien Abad et surtout de ne pas avoir de parole pour les victimes présumées, est-ce que ce n'est pas se dédire en se disant que la parole des femmes est la parole sacrée? Mais je vous repose la question, est-ce que la justice se fait dans les médias ou dans la rue? Mais moi, on peut continuer longtemps comme ça. Aujourd'hui, on a un concept, mais oui, on va continuer comme ça, longtemps comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a un concept très très fort en France, c'est la présomption d'innocence. Bien sûr. Bien sûr que c'est aujourd'hui, de toute façon, les femmes qui subissent des violences sexuelles ou sexistes, c'est inacceptable, c'est intolérable, et on ne doit rien pardonner et rien lâcher par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il y a un dépôt de plainte? S'il y a un dépôt de plainte, il y aura une enquête et il sera à la justice. Et à ce moment-là, on sera attendu. Mais attendez, aujourd'hui, je répète ma phrase. La justice ne se fait pas dans les médias et dans la rue. Donc, s'il doit y avoir quelque chose, il va y avoir une enquête et à ce moment-là, il y aura la justice, et là, on pourra dire, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a une présomption d'innocence. C'est ça la réalité aujourd'hui en France. Mais pour qui que ce soit, ça peut arriver n'importe qui. Ça peut vous arriver à vous, ça peut m'arriver à moi. Heureusement qu'on a une présomption d'innocence. Ce qui est certain, c'est que si, après, les faits sont avérés, on ne doit rien laisser passer et on doit être très clair. Question suivante, Raphaël Bardonnat. Manuel Valls a été investi par votre parti pour les élections législatives. Manuel Valls, qui on le rappelle, a été un homme de gauche qui s'est également présenté en Catalogne. Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce que vous pensez que Manuel Valls est un opportuniste politique? Non, mais je ne répondrai pas à cette question. Écoutez, alors franchement, aucun intérêt à répondre à cette question. Mais c'est pourtant une question que Raphaël se pose, donc peut-être que vous pouvez y répondre. Ben oui, mais je ne suis pas obligée de répondre. Manuel Valls est un candidat, il a été investi, ok, il nous rejoint, ok. Pourquoi vous voulez que je dise qu'il est opportuniste ou pas? Ben parce que je vous demande tout simplement votre avis en fait. Mais je sais bien, mais je n'ai aucun avis sur ça. Aujourd'hui, je vais vous redire le début. On a dit qu'on était et de droite et de gauche, et ni à droite ni à gauche. Et qu'on voulait travailler avec tous ceux qui souhaitaient bosser avec nous pour faire les réformes et transformer le pays. Manuel Valls veut en faire partie? Très bien, pas de problème. Moi, je l'accueille. C'est tout. Axel Rebaud. Marie-Christine Verdier-Jouclas, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur les mesures de La République En Marche en matière de pouvoir d'achat. Parmi les propositions de la majorité, on retrouve le chèque alimentaire qui peut aller jusqu'à 60 € pour les 18-25 ans, ainsi qu'aux familles modestes avec enfants, 60 € par mois, donc 2 € par jour. On achète quoi avec 2 € par jour, Marie-Christine Verdier-Jouclas? Aujourd'hui, c'est une proposition qui est faite, il faut qu'on légifère, donc c'est pas forcément la proposition qui sera définitive, il faut compter aussi sur le travail des députés. Je vais pas parler sur une mesure qui est proposée, alors qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore étudié. Il y a une assemblée parlementaire qui sert à étudier les propositions qui sont faites et à les amender. Donc, je sais pas si on laissera un chèque alimentaire à 60 €. Elle va être étudiée, mais ça veut bien dire que donc vous avez potentiellement une opinion dessus. Pour vous, 2 €, on achète quoi aujourd'hui? C'était ma question. 2 €, on achète quoi avec 2 € par jour? Mais vous savez, c'est comme quand on a fait le chèque inflation à 100 € où on nous a dit que c'était pas suffisant. Ok. Sauf que, à l'époque, le chèque inflation de 100 €, c'était pour payer le surcoût de l'augmentation du gasoil et donc de l'essence. Et donc de fait, ça voulait dire qu'en fait, on payait le surcoût à peu près de 5 pleins. Si vous prenez les 100 € dans son intégralité comme ça, effectivement, on peut dire 100 € que c'est pas beaucoup. Mais on n'est pas là pour payer le plein, on était là pour payer le surcoût. Aujourd'hui, si on fait un chèque alimentaire qui est proposé à 60 €, ça veut dire simplement qu'on propose d'avoir 60 € en plus de ce que les gens sont aujourd'hui en capacité de payer pour s'alimenter. Mais encore une fois, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Mais pour ça, il faut qu'on d'abord on soit élu. D'accord. Prochaine question très rapidement, celle de Florian Michelin. Très rapidement.
Oui, Emmanuel Macron s'était dit ouvert aux discussions sur la légalisation du cannabis. Selon vous, est-ce qu'il faut le légaliser ou du moins le dépénaliser ? Franchement, j'en sais rien parce que je n'ai pas participé au groupe de travail et des collègues qui l'ont fait. Quand on nous fera une proposition, si on nous fait une proposition, vous avez peut-être une conviction, Non, mais non, franchement, parce vous n'avez pas de conviction. Non, c'est un sujet sur lequel, en fait, je n'ai pas d'idée arrêtée parce que je trouve qu'il y a du bien dans les deux et qu'il y a du mal dans les deux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me suis pas suffisamment penchée sur la question pour avoir un avis tranché. Je n'écarte aucune des deux solutions, pour ou contre. Si on nous dit il faut vraiment s'y pencher parce qu'il va falloir légiférer, à ce moment-là, je commencerai à regarder le rapport qu'ont fait mes collègues avec l'addition. Je prendrai tous les éléments et à ce moment-là, je prendrai un avis tranché. Aujourd'hui, sincèrement, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que je trouve qu'il y a du pour. Merci ou du contre. Merci beaucoup, voilà. Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je suis désolé. Malheureusement, le temps file. Merci à tous. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche du Tarn et que vous êtes candidate à votre propre succession. Face à la bande, votre rendez-vous politique.